ça peut être une solution, parce qu'en fait, ça retient du bruit. Et plus l'écran est haut, c'est ce qu'on dit là, hein, au-delà de la ligne de vue, entre source et récepteur, chaque mètre de hauteur supplémentaire d'écran apporte un gain de 3 à 5 décibels. Donc 3 décibels, on divise l'énergie par 2, mais pas le ressenti. Le ressenti, vous verrez tout à l'heure, c'est assez proche. Nous, à Duttlenheim, entre Duttlenheim et Dupikheim, pour l'instant, on se voyait, hein, les deux villages. Hein. On ne se verra plus, parce qu'il y aura un remblai entre 7 et 9 mètres entre les deux villages, avec 2-3 ponts. Bah écoutez, si déjà on ne voit plus le village, pourquoi on ne rajouterait pas encore des murs anti-bruit des deux côtés? Ce serait juste un tout petit peu plus haut. Hein. Donc c'est... voilà. On va continuer. Donc ça, ce sont des documents qui sont sortis donc, du bouquin, revient juste, du bouquin que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, la lecture critique de ce que Vinci Sokos a dit en mairie, on va la faire ensemble. Alors, on recommence. Sokos précise en préambule que le tracé a été classé en ambiance sonore modérée, ce qui a pour conséquence une obligation de ne pas dépasser les seuils réglementaires suivants, 60 dB de jour, 55 dB de nuit. Je rajoute juste, avant de faire la lecture critique, que nous avons un magnifique collège à Duttlenheim qui a été construit, et que comme on est dans la zone des 60 décibels, si le GCO avait existé avant le collège, on n'aurait pas eu le droit de construire le collège. Mais comme le collège existe avant l'autoroute, on a le droit de construire l'autoroute. Voilà. Donc, afin d'avoir une représentation plus concrète sur les valeurs sonores indiquées, Sokos présente un support pédagogique. Vous vous rappelez, hein, avec les courbes qui commencent à 30 décibels, qui finissent avec la fusée. Le support pédagogique minimise les niveaux ressentis et évite soigneusement de citer des environnements d'espace public. Et il positionne la rue bruyante à 90 décibels. Je pense que vous vous en souvenez. Voilà. L'IGBE, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, fournit des tableaux indiquant pour les niveaux en LAEC la sensation ressentie, l'ambiance urbaine à laquelle cela correspond et le niveau de voix nécessaire pour mener une conversation. Vous vous en rappelez aussi. Il permet de mieux comprendre que Vinci essaye de minimiser. L'échelle de l'OMS, par contre, est moindre pour notre santé. On accélère un peu. Alors le niveau de 60... Non, ça c'est fondamental. Là on accélérera après, mais pas ici. Ainsi, le niveau de 60 décibels correspond à une conversation normale et celui de 55 décibels à un lave-linge en fonctionnement, dit Vinci. L'IGBE, il dirait quoi? Il dirait un centre-ville relativement bruyant où il faut parler fort pour mener une conversation. Ceci pour 60 et 55 décibels. À 60 décibels, ils disent un grand boulevard bruyant où il faut parler très fort pour mener une conversation. Ok? Pour l'Organisation mondiale de la santé, à 60 décibels en zone résidentielle à l'extérieur, vous risquez des troubles psychologiques. À 50 décibels, ce sont l'infarctus et l'hypertension qui rejoignent les troubles du sommeil. Bravo Vinci. Que dit encore Vinci? Les calculs, simulations acoustiques ont été établis en prenant en compte les niveaux de trafic à la mise en service, plus 20 ans, soit en 2040, plus péjorant donc, ainsi que l'exige la réglementation. Alors pour moi, personne ne sait ce que sera 2040. Est-ce qu'on existera encore? Est-ce qu'il y aura une guerre mondiale? Quel bruit feront les revêtements? Quel bruit feront les moteurs? Et surtout, quelle est la décomposition en voiture et en poids lourd? Or, on verra tout à l'heure que c'est indispensable de le connaître et il n'y a aucune prévision là-dessus. Un poids lourd, et on verra le document tout à l'heure, produit un bruit équivalent à 4 à 10 voitures. Voilà. Maintenant, on peut tourner. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent après? Ainsi, les valeurs présentées sont-elles supérieures d'approximativement 3 décibels par rapport à ce qui est attendu de mesurer à l'ouverture du COS, ce qui représente un niveau sonore 2 fois supérieur à ce qui serait constaté à la mise en service. Qu'est-ce que vous avez compris? Combien de fois plus de bruit 2 fois. 2 fois. Ouais, donc si je vous dis 60 décibels dans 20 ans, il y a combien aujourd'hui? 30, ouais, ben voilà, vous êtes bien tombé dans le panneau. Puisqu'en fait, 2 fois moins de bruit, ça veut dire 57 décibels. Et on verra tout à l'heure que ça va pas... mais... Je veux dire, n'importe qui entend cette phrase
prend la déduction que vous avez faite, parce que la phrase a été rédigée exactement dans cette intention. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas de l'information, c'est pas de la concertation, c'est de la communication. Alors, quand ils disent encore ce qui représente un niveau sonore 2 fois supérieur à ce qui serait constaté à la mise en service, on pense aussi vous dire que peut-être il y aurait 2 fois moins de circulation. Hein. Et donc, la circulation, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, donc maintenant on peut aller un petit peu plus loin. Alors, je vous parlais tout à l'heure des émergences, et c'est ça qui nous intéresse. Hein. Alors ici, c'est un bruit au bord d'une autoroute, enregistré à minuit et demi jusqu'à 1h moins le quart du matin. Et il y a eu là 2 émergences. Hein. Donc ici, on est à un LAEC, qu'on a vu tout à l'heure, à 52 décibels à peu près. Donc on est dans la réglementation. Mais vous avez eu là peut-être une voiture qui est passée vite, fort, ou un camion. Là peut-être une mobilette ou une moto. Il était 0h36, 0h37, 0h42. Eh bien là, vous vous serez peut-être réveillé 2 fois à 6 minutes d'intervalle. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, on va regarder après ce qu'en dit le ministère de la Santé. On va passer. Voilà. Alors, quand dit le ministère de la Santé, ce qui est important, c'est ici, pour aller vite, hein, ça veut dire qu'il y a des éveils nocturnes provoqués par des bruits atteignant 55 décibels. Vous avez vu que sur le schéma, on est passé allègrement au-dessus. Les répercussions à long terme d'une réduction quotidienne de la durée du sommeil sont critiques. Fatigue chronique, somnolence, réduction de la motivation au travail, baisse des performances, anxiété chronique. Bien sûr, hausse des risques d'accident. Et ce qui est encore plus intéressant de se dire, parce que souvent on se dit « Yo, mais ce bruit, moi je suis né, il y en avait déjà plus. Je l'entends plus. Je l'entends plus. » Ça vous est jamais arrivé? De le dire ou de l'entendre dire? Ouais, sauf que notre organisme, il va quand même se réveiller, même si c'est inconsciemment. Et le problème qui se pose, c'est que ce sont vos cycles du sommeil qui sont interrompus, et surtout le sommeil paradoxal, celui lors duquel on se repose, on rêve et on se refait un bon moral, celui-là va être coupé en petites tranches. Et donc, les effets, notamment cardiovasculaires, mesurés au cours du sommeil, montrent que les fonctions physiologiques du dormeur restent affectées par la répétition des perturbations sonores. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas conscience de vous réveiller, votre cœur et votre organisme, c'était comme si vous aviez été réveillé. Donc en fait, on va se retrouver à cause du bruit comme si on faisait des apnées du sommeil, hein, si vous voulez, hein, c'est un petit peu les mêmes choses. Alors, il y a eu aussi un document très intéressant du CETRA, qui est un service de l'État hein, pour les routes et les autoroutes. Donc on pourrait supposer que les gens de Vinci le connaissent, si c'est fait pour les routes et les autoroutes. Bon, on va lire juste un petit truc. Un poids lourd émet autant de bruit que 10 véhicules légers. C'est pas moi qui l'invente, c'est l'État qui le marque. Ok? On tourne. Le sondage circulation effectué sur le réseau national en 96-97 a montré qu'en moyenne sur les autoroutes, 9% des voitures et 18% des poids lourds circulent la nuit. La proportion de poids lourds dans le trafic total, égale à 14% entre 6h et 22h, s'élève à 25% la nuit. C'est de nouveau pas moi qui l'invente. La connaissance des seuls trafics routiers VL et PL de la catégorie de route n'est donc pas suffisante pour estimer correctement les niveaux sonores nocturnes. Il apparaît que le trafic nocturne est lié à l'importance du trafic de transit. Nous n'avons aucune donnée venant de Socos Arcos sur ces données-là. Une route remplissant principalement une fonction de transit à longue distance, donc trajets interrégionaux voire internationaux, supporte un trafic de nuit proportionnellement plus important qu'une route utilisée pour des déplacements de courte distance. Ok? Ok. Voilà. Alors allons-y. Justement, le GCO,
ça va être du trafic international avec beaucoup plus de camions la nuit que si ça avait été un truc régional. Et c'est ce que je vais essayer de vous prouver maintenant. Donc ici, je vous ai pris une carte européenne des principaux canaux de transport de marchandises. Vous voyez que ce qui va de la mer du Nord et de la Manche vers la Méditerranée, ça passe en gros en Alsace. Ok? La part bleue des camemberts, là, c'est les camions. Le rouge, c'est ce qui passe sur les voies ferrées. Et le jaune, c'est les voies fluviales. Mais tout passe chez nous. Première chose. Deuxième chose. Allons-y. Voilà. Alors les Allemands, qui sont des gens prévoyants, ont sorti un document au nom long comme le bras. Il faut être allemand pour écrire des mots aussi longs. Hein? Un Bundesverkehrswegeplan 2030. Il faut le dire lentement parce que sinon on n'y arrive pas. Bundesverkehrswegeplan 2030. Ça veut dire c'est à peu près ce qu'ils planifient pour 2030. Et ça, c'est le plan des routes telles qu'elles existent aujourd'hui. Routes et autoroutes, les autoroutes sont un peu plus larges que les routes nationales. Ce qui est en rouge, en orange et en violet sont en fait les routes où il y a des bouchons. De 100 à 300 heures de bouchons par an. Et vous avez ici le chemin naturel de ceux qui viennent d'Anvers, Rotterdam, et qui veulent passer par Karlsruhe rejoindre la A5, qui longe l'Alsace sur toute la longueur de l'Alsace. Vous avez par ici les gens qui viennent de Hambourg, Pologne et Pays-Baltes. Ok. Et vous avez ici l'Otterbourg, l'A35. L'Otterbourg, l'A35 arrive à 4 fois jusqu'à la frontière. Et après, vous avez une petite route qui chemine par une forêt qui s'appelle le Bienwald. Vous voyez qu'au-dessus, il y a une autoroute, en dessous, il y a une autoroute. Bien sûr, on avait déjà pensé à mettre de l'autoroute entre les deux. Seulement, nos collègues du Bund, qui viennent souvent à nos manifestations, inaugurer nos cabanes, faire un petit discours, ont gagné en 2000 ici. Parce que le Bienwald, qui veut dire en fait la forêt de la forêt, parce que Bien c'est un mot celte qui veut dire forêt, donc ça ne veut pas dire qu'il y a des abeilles, mais il y a des chats sauvages. Et c'est un des derniers sanctuaires de chats sauvages en Allemagne. Donc en 2000, ils ont gagné. Et le Herr Roland Nagel, qui était ministre-président à l'époque, et qui est aujourd'hui encore le président de la conférence du Rhin supérieur, avait dit que c'est moins le chat sauvage et les écologistes qui ont contribué à l'abandon de ce projet d'autoroute dans le Bienwald que le fait que le réseau routier strasbourgeois, tant que le GCO n'est pas construit, ne pouvait aucunement accueillir, et je prends son mot, la Verkehrslawine qui se préparerait lorsque le Bienwald serait ouvert. Alors j'ai demandé à mes collègues du Bund, à mes amis du Bund, à combien ils estiment la Verkehrslawine. On m'a répondu que, ici déjà, il y a 9000 camions par jour qui passent. Et en juillet, il m'a envoyé un article de la presse locale qui disait que ici, il y a des très gros problèmes de circulation pour les gens qui viennent du sud et qui veulent passer, etc. Parce que les camions, ils sortent de là, ils passent là et ils viennent ici. Et ici, il y a un très gros problème. Parce que les gens qui veulent passer ici n'arrivent pas, il y a trop de camions. Et il était prévu de faire un rond-point. Sauf qu'en juillet, on a appris qu'ils ne feront pas de rond-point. Ils vont construire un pont avec un petit rond-point de chaque côté du pont. Et entre le pont, un grand vide qui a juste la largeur pour accueillir 6 voies d'autoroute. Alors ce qu'on nous prépare, c'est de l'autoroute de là jusque là. Et tous ces camions-là s'écouleront de l'Otterbourg à Mulhouse en passant par Pulvesen.
Voilà. Alors on va encore continuer d'un truc et puis je vais finir de vous dégoûter un petit peu. En 2003, le cabinet Kessler Partner a fait pour la DRE une prévision en disant voilà, si les Allemands font la LKW-Maut et nous on fait pas l'écotaxe, ça va donner quoi? Il avait mis en rouge tout ce qui paye la LKW-Maut, donc tout le long de l'Alsace, et en violet tout ce qui ne la paye pas. Donc ça c'est les grands axes alsaciens. Et le GCO, il est juste là en orange. Ok? Ça veut dire que contre tout ça qui paye, il n'y aurait que 24 malheureux kilomètres qui sont à payer en Alsace. Très dissuasif pour les camions, très dissuasif. Et donc, quand je prends la même carte et je la mets sur la Bundesverkehrswegeplan 2030, avec les zones de bouchons, vous vous rendez compte que les gens qui viennent de là-bas et qui veulent descendre par ici font un gros effort quand même, hein, parce que là, il y a des routes qui ont plus de 300 heures de bouchons par an. S'ils peuvent obtenir un passage par ici, ils ne vont pas se gêner. Voilà, donc c'était l'essentiel de ma présentation. Mais je ne serais pas complet si on ne vous faisait pas une simulation et si on ne vous montrait pas ce que Sokos Arcos a prévu. Donc ça, on va passer. De toute façon, vous allez pouvoir télécharger ça, je vous donne le lien tout à l'heure. Continue, oui, ils n'ont pas prévu non plus le bruit des chantiers. On est à la fin là? Non, continue encore. Continue encore. Voilà. Alors, du Pickheim, du Tonheim, j'avais fait la carte avec les